Salut à toutes et tous, c'est Yacine. Grand enthousiasme aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Après le fiasco WeWork, on va parler d'un beau champion français à qui on espère un meilleur dénouement. Bon, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume, comment vas-tu ? Bonjour Yacine, merci de me recevoir. Bon, pourquoi on espère un meilleur dénouement qu'Adam Newman ? Bah ouais, ça nous fera du bien. Non, et puis il n'y a pas de raison. On a, en effet, comme tu l'as dit, créé un bel acteur français du bureau, Newton Offices. Mhm. Et non, je pense qu'on a un business model qui va bien et qui promet de belles choses pour l'avenir. Bon, j'ai tellement hâte d'en parler. J'ai hâte d'en parler parce qu'en plus, tu as fait des belles et grandes études dont beaucoup de parents seraient très fiers. Pour autant, tu as tout lâché pour monter Newton. Et je suis hyper curieux de comprendre. Vous avez, donc on spoil un petit positionnement particulier. Vous n'êtes pas à Paris. Et non. On enregistre à Paris. Incroyable, hein. Vous n'y êtes pas. Eh ouais. Mais c'est très intéressant et visiblement, vous avez combien d'immeubles aujourd'hui ? On en a 8 ouverts, 4 qui arrivent d'ici 2025. Donc, il semblerait que ce soit un bon positionnement. Tout à fait. Bon, je crois que c'est une intro où on a laissé pas mal d'infos, mais comme je le dis, ça s'appelle la tête d'un CEO. On va faire un petit tour dans ta tête aujourd'hui, Guillaume. Es-tu prêt ? Eh ben, bienvenue. C'est parti, on va fouiller. D'où viens-tu ? Que fais-tu ? Et bon, vas-y, pitch-nous quand même Newton un peu mieux que tout ce que j'ai balancé comme bêtises depuis le début. Non, mais moi je suis donc Guillaume, un entrepreneur marseillais, comme je le dis souvent. Oh, putain. Voilà. Souvent ça marque les esprits, Marseille. C'est pas comme une autre ville, tu dis ça, souvent on s'en rappelle. D'ailleurs, ça a été mon surnom pendant quelques années. Quand Le Marseillais j'ai passé une douzaine d'années à Paris, c'était Marseille, tout simplement. On t'appelle Marseille. Ouais. On m'appelle Marseille. Tu sais que c'est le spectacle de Redouane Bougueraba. Je sais pas si Et ouais, Tu l'as vu ? Pas encore. Je l'ai déjà vu en spectacle, mais pas le dernier. Va pas au premier rang. Un spectacle de Maxime Gasteuil, qui lui aussi est assez marrant pour bien arriver à cerner ce qui est drôle chez les provinciaux et chez les Parisiens. Bon, on parle de province, Ouais, du coup, Marseille, non, mais on a dévié tout de suite là. Donc, revenons. Si on se recentre, de l'OM tout de suite. Non, surtout que pour ceux qui voient pas, mais il me nargue Yacine parce qu'il y a un autocollant PSG sur son ordi juste devant moi. Là. Mais mes auditeurs le savent, en rouge et bleu allé et j'allais dire mince parce que je t'ai montré la photo de quelqu'un qui a quand même joué à l'OM que j'espère recevoir, mais pour le moment c'est plus des Parisiens type Sacco et Matuidi. Je sais pas si ça te parle comme. Pas du tout. Pas du tout. Hein. Ils n'ont pas gagné la Coupe d'Europe, mais il y en a un qui bien aimé en équipe de France. Je les ai bien aimés en équipe de France. Bon. Allez, on est parti direct. Bon, qu'est-ce que c'est Newton ? Dis-moi. Newton, écoute, c'était et c'est une réponse française à ce mouvement mondial qu'on va évoquer, notamment avec WeWork. Qui était la révolution de l'usage dans le bureau. Moi, j'étais un acteur de l'immobilier, de l'investissement dans l'immobilier, et assez spécialisé bureau. J'avais commencé ma carrière à Paris, et puis j'ai créé ensuite Tivoli à Marseille. On va y revenir, j'imagine. Et j'avais constaté une révolution de l'usage dans l'économie. Tu n'achètes plus de bagnole, tu te déplaces, tu n'achètes plus de cassettes. 2012, là, on est d'accord. Ouais, moi je crée Tivoli en 2012, tu vois, Blablacar, Netflix, etc., qui sortent dans ces années-là, 2012-2015, et tu te dis c'est quoi le point commun à tout ça ? Et en fait, ce sont des plateformes qui sont focalisées sur l'usage et non pas sur la possession. Donc tu veux écouter de la musique, tu veux pas avoir un objet physique, un disque ou une cassette. Est-ce que c'est le leasing, en gros, c'est de la flexibilité. Ouais, plutôt que d'acheter un mètre carré de bureau, tu vas proposer un mètre carré de bureau utile et efficace. Et ça, c'est un shift assez intéressant dans l'immobilier. Et donc, quand tu te dis, moi, je suis dans l'immobilier, je constate cette révolution de l'usage, j'en tire quelles conséquences ? Et qu'est-ce que j'en fais ? Et moi-même, en plus, à ce moment-là, j'ai mon équipe qui grandit au sein de Tivoli, et je ne veux pas signer de bail commercial, parce que je sais trop bien ce que c'est, et je connais trop les contraintes de ce contrat qui est sur 3 ans, 6 ans ou 9 ans, je ne sais toujours pas pourquoi. Je suis curieux de ça, j'en avais déjà parlé, j'en avais entendu parler de mes fondateurs, on sait tous à quel point c'est une galère de trouver des bureaux. C'est quoi les contraintes là quand tu parles de beaux commerciaux comme ça ? Bail commercial, contrat qui date de 1953. En France. Déjà. Et c'est des triennales et je ne sais toujours pas pourquoi. Donc si quelqu'un qui écoute le podcast et a l'info, on sera ravi de l'avoir. Et t'es collé là pendant des durées fermes qui correspondent plus à au timing de nos boîtes aujourd'hui, où
en Pas 3 souvent, ans. pas souvent. Peu de beau. boîtes peuvent se dire dans 6 ans, je sais qu'on sera encore 50 et qu'on rentrera dans ces 600 mètres carrés. Ça devient très rare. Et en tout cas, c'était pas le cas de ma boîte à ce moment-là. Et donc, je me dis, bon, c'est quand même bizarre. Tu constates cette révolution de l'usage. Tu vois que ta boîte grossit et tu ne veux pas signer de bail. Donc, tu trouves pas quelque part les bureaux qui te conviennent. Et ben, tu vas les créer. Et à ce moment-là, je découvre des acteurs anglo-saxons au UK, aux Pays-Bas. Et je me dis, ben, c'est évident. Il faut adapter à la France. Il ne faut pas faire un copier-coller de ce qui semble cool à Brooklyn ou à Amsterdam. On va trouver une réponse française à ce mouvement mondial. Donc, sans toutes ces comptes, déjà, j'ai mis la première contrainte, c'est 3 ans. Ouais, il faut C'était tout un simplement, engagement, en fait, tu repars d'une page blanche et tu te dis, il faut quoi une boîte? Et bon, après, tu segmentes, tu te dis, il faut quoi une petite boîte? Une petite boîte, petite équipe d'une grosse boîte, grosse équipe, et tu segmentes un peu tout ça. Tu fais le constat aussi que des immeubles, ça coûte cher à construire, ça coûte cher à entretenir. Et moi, je voyais beaucoup d'immeubles tout neufs, mais avec des halls double hauteur très majestueux, mais froids, avec une pauvretesse ou un gars qui s'ennuie. Ok. Tu veux dire que... Et en fait, t'as pas d'énergie, tu rentrais dans ces trucs-là, et tu sais qu'en plus, les locataires payent quand même des charges sur ces espaces-là. Et tu dis, on peut faire mieux avec tout ça. Et l'idée, c'est qu'il y ait une belle énergie quand on rentre tout de suite, qu'on passe la porte, et qu'il y ait une expérience client qui se travaille, peut-être même en amont, avant d'arriver dans l'immeuble Newton, en l'occurrence. Donc en ligne, ça dure un onboarding. Ouais, et tu t'inspires pas mal de l'hôtellerie ou de tous ceux qui ont su travailler une expérience client qui peut commencer au moment où tu reçois un mail, peut-être une semaine avant que tu arrives, pour te préparer à l'arrivée. WeWork, c'est quelle année? On s'en rend compte. Écoute, en tout cas, WeWork, en fait, en France, nous, on a ouvert notre premier site à Marseille le 2 janvier 2017. Et ils ont ouvert en avril 2017 à Paris, leur premier site. Ok. Ça faisait, je pense, une petite dizaine d'années qu'ils existaient, qu'ils étaient nés à New York. Comme le retrace bien une série We Crash. Et donc voilà, un peu, tu vois, donc on était dans un bon timing en France. On a vraiment fait partie des premiers à se lancer à une échelle un peu grosse, parce que nous, le premier site fait 700 mètres carrés quand on se lance à Marseille. Ce qui était gros pour l'époque, sachant qu'aujourd'hui, on fait plutôt des immeubles de 5 à 10 000 mètres carrés, pour te donner l'échelle. Déjà, on va en reparler, je te l'ai dit, mais moi, ça m'intéresse énormément de comprendre comment tu ouvres un immeuble, comment tu construis, comment tu... puis même, là, tu parles d'intérieur, donc c'est plus que de l'IMO, c'est aussi du... comment t'as dit? De l'hospitalité, comme dans l'hôtellerie. Putain, t'as utilisé le mot avant, c'est hospitalité ou non? Oui, t'as de l'expérience client et t'as de l'hospitality, Tu fais tous ces salons aussi d'hospitalité, etc. Ou au contraire, si je te dis ça, d'ailleurs, c'est le moment de remercier les personnes qui nous accueillent. Oui. On est chez Métaphore, chez Romain Magri, avec qui j'ai enregistré. J'invite tout le monde à aller écouter l'épisode. Très drôle parce qu'il vient de WeWork, il vient du luxe. Aujourd'hui, il a monté quelque chose qui est un peu hybride entre les deux. C'est pas du tout des coworking, c'est des salles de réception. Mais ouais, du coup, pour revenir un petit peu à ça, j'ai l'impression qu'en fait, il y a deux contraintes. Tu as le truc commercial, donc qui est de te sécuriser pendant 3 ans. Et en plus de tout ça, c'est quoi? C'est la vibe. J'ai l'impression que la vibe, est-ce qu'elle est que pour les startups? Les grands groupes vont pas forcément vouloir avoir ça. À qui ça s'adresse à la base? Après, en fait, on revient quand je crée ça, il y a pas mal de petits espaces de coworking qu'on appelait des tiers-lieux, qui étaient vraiment à destination d'indépendants. Et tu avais des accélérateurs, incubateurs de start-up, du coup. Et là, tu es très dans la France Startup Nation, tu es dans ce mouvement-là. Beaucoup de jeunes cool qui vont vers ça. Et tu te dis, il y a évidemment une demande et un positionnement là-dessus assez clair, mais nous, on veut je veux que mes clients puissent débarquer en costard dans l'espace de coworking sans passer pour le dernier des ringards. Et donc, je veux me positionner très clairement sur une offre corporate. Voilà. Okay. Donc, tu as les cool d'un côté et tu as les pas cool. Et moi, pour rigoler, je disais souvent à mes équipes, nous, on est les pas cool. Voilà. Donc, on est dans le côté un peu sérieux du truc, en tout cas un peu premium. Okay. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est que je veux qu'un EDF, je veux qu'un EY, je veux qu'un cabinet d'avocats puisse venir dans mes bureaux
et venir comme ils sont, sans passer pour les derniers des ploucs. Mais est-ce qu'un start-upper, je vais aller plus largement, un Parisien qui débarque en région pour X raisons, est-ce que il va se sentir à sa place chez Newton, Ça s'il n'a pas de costard? Non, mais là aussi, moi je compare à l'hôtellerie ou au resto, mais tu vas pas dans tous les restos tout le temps avec n'importe qui. Tu choisis en fonction de ce que tu veux faire. Voilà. T'as pas un aussi large choix, un éventail aussi large en termes de resto que de bureaux? Dans les bureaux, c'est un peu la même idée, c'est que tu vas te retrouver dans un univers, tu vas te retrouver dans une ambiance en fonction de la culture de ta boîte. Voilà. Peut-être que ce que je propose, c'est je te fais visiter Newton, tu vois. Donc si tu arrives comme ça, ça va permettre de bien comprendre les différentes offres et la segmentation. Quand tu arrives, donc je te disais, nous on essaie même que l'expérience démarre avant l'arrivée. Mais si tu passes la porte, l'idée c'est que tu sois tout de suite bien accueilli et que tu sentes une bonne énergie. Nous on travaille même les 5 sens. Mais non. Ça va sentir bon, tu vas avoir un sourire, tu vas sentir des matériaux un peu comme ici, des couleurs assez chaudes, assez chaleureuses. Et là aussi, ça a été l'ADN de Newton, c'était de dire on veut déjà un nom qui est un peu sérieux, mais qui ne se prend pas trop au sérieux. Pourquoi Newton? Voilà, pour plein de raisons. On veut un nom qui soit un peu sérieux, mais qui ne se prenne pas trop au sérieux. Et Newton est ce génie qui est presque parfois plus connu pour s'être pris une pomme sur la tête, pour tout ce qu'il a découvert. Mais il a aussi fait des découvertes sur la réfraction de la lumière. Et nous, on est né en Méditerranée et je voulais à tout prix que la lumière soit partout dans nos immeubles, même quand on est à Lille. C'est la poussée des fusées, donc tu as ce côté énergie. Et donc voilà, il y a tout ça. Et puis, il y a tout ce qui est autour des planètes et la gravitation et plein de choses qu'on aime bien. Et c'était surtout ça, l'énergie, la lumière et ce positionnement un peu sérieux, mais tu ne prends pas trop sérieux. Donc, in fine, excuse-moi de t'interrompre, mais le contrat à 3 ans minimum, en fait, tu as gratté un truc et tu t'es rendu compte que dans l'écosystème, donc ça, c'était un premier problème, mais que le problème est plus global. C'est-à-dire que même si on proposait ça, les bureaux sont quand même, je sais plus le mot que tu disais, mais froids, austères un peu. C'est ça qui s'est passé? Tu avais plusieurs choses. Il fallait travailler l'espace de travail, il fallait travailler les services que tu as mis là, et il fallait travailler une communauté, ou en tout cas comment tu animes cette communauté de gens qui vivent dans cet immeuble-là tous les jours. Et donc pour revenir sur cette visite, tu rentres, tu es bien accueilli, tu vas avoir ce que nous on appelle la place du pommier, certains appellent ça une place du village ou une agora ou peu importe. Et là, tu vas avoir un super café, tu vas avoir des espaces de coworking vivants où tu pourras aller faire une réunion dans ta journée aussi ou bosser là. Tu vas avoir Newton Meetings, donc demain, si tu as besoin de faire une réunion à Marseille, tu seras le bienvenu et tu pourras réserver une salle alors que tu n'es pas client forcément dans les bureaux. Évidemment aussi tout ce qui va être autour du bien-être, des salles de sport, des douches, des vestiaires. Ça, c'est un socle. Ensuite, tu vas monter et si tu vas avoir des étages dédiés aux petites équipes. Comme je le disais tout à l'heure, petites équipes, parce que petite équipe, ou petite équipe d'un grand groupe de direction régionale, et tu arrives et tu as c'est quoi la taille équivalent. Petite équipe? Tu vas être, on voit qu'en général, on voit que quand il y a des demandes en dessous de 20-30 postes de travail, tu prends le plug and play, tu prends ce qui est là, et tu arrives dans ce bureau de 6 à côté d'un bureau de 2 et tu as pris ça pour démarrer ton activité à Lyon, par exemple. Et tu arrives chez Newton et c'est prêt du jour au lendemain, tout est là, il n'y a qu'à venir avec ton ordi. Et puis à l'étage, et surtout, on le faisait déjà avant le Covid, mais c'est encore plus plébiscité depuis. Depuis le Covid, il y a du télétravail, il y a des visios, on a changé de la façon de bosser. Il faut changer forcément le lieu de travail. Nous, on n'a pas eu besoin parce qu'on avait anticipé ces sujets-là. Mais c'est pour ça que parfois des clients débarquent chez nous en disant, en fait, nos locaux, ils avaient 20 ans. Depuis, on fait des visios partout. On n'arrive pas à trouver une salle pour se poser. On ennuie tout le monde à parler trop fort. Là, c'est prévu pour galère chez Newton. Et donc, tu as des alcôves pour t'isoler, tu as des petites bulles. Tu dois réserver tes trucs Tu réserves très facilement sur notre appli et c'est inclus. Tu vois, moi, je suis un entrepreneur, donc j'ai quand même fait ça pour des entrepreneurs. Donc, l'idée, c'est pas de Tu l'as fait pour toi? de les avoir et de dire ah ben désolé, ça c'était hors forfait. T'as créé des bureaux pour toi ou pas? Ben ouais, en fait. Et puis nous, en plus, on est utilisateurs de Newton. Non, mais c'est un peu le. Ok. Ouais, on a fait tous les. Dès qu'il y a un client qui veut notre bureau, on bouge, on change. Il y en a encore en train de le faire. Ok. Voilà. Dernier niveau, tu vas avoir.
On peut même bosser en marque blanche et c'est ce que nous on appelle les plateaux by Newton. C'est vraiment la réponse au bail commercial pour te répondre. Ok. C'est ceux qui viennent en disant je veux un bail parce que j'ai l'habitude depuis des plombes et que mes budgets c'est de signer un bail et d'y faire mes travaux et autres. On dit ok, Ah, ils font pas de carrément souci. leurs travaux. Avant, quand tu signes un bail, tu signes un truc qui n'est pas fini. Donc déjà tu vas signer un contrat de 50 pages bien engageant. Que Où on t'as te dit pas bien compris. monsieur le locataire, ben voilà, c'est pas fini, vous allez faire les travaux. Et puis surtout à la fin, vous remettez tout en état. Ouais, Ça te coûte Ouais, bon. très cher. Et puis vous éteignez la lumière et vous partez. Voilà. Et On est d'accord que les tu travaux, te c'est gères pour le tout. brander à ton image aussi. faire tes cloisonnements, mettre ton réseau internet, mettre ta sécurité, Ok. mettre évidemment le mobilier qui est validé ou que tu veux, etc. Nous, tout ça, c'est déjà là et on peut le faire pour toi, même si tu veux un plateau à tes couleurs. Si tes couleurs, c'est le violet, on va te mettre du violet. Et si Ok, tu veux des tables d'accord. qui montent et qui descendent, on va te le mettre. Et voilà. Donc tu t'adresses à des gens qui sont one time, deux personnes qui viennent se balader à Marseille, pof, je peux prendre un bureau pour la journée, mais aussi bien à il y a un grand groupe qui veut aller, là je me rends pas compte sur la dernière offre dont tu parles, le plateau Newton, c'est ça? Ouais, les plateaux by Newton. Plateau by Newton, c'est combien de personnes que ça peut accueillir? C'est dès l'instant où tu as besoin d'avoir un espace privatif totalement. Ouais. Et, C'est quoi le max que complètement vous avez dédié. fait? Ah, le max, on a des clients comme EDF Renouvelable qui nous ont pris des centaines de postes. Ok, d'accord. Donc c'est on a presque un peu- EY, on a, Enfin, c'est tu pas- vois, on a même dans notre immeuble de Marseille le consulat du Brésil, qui Ah, a trop un bon. étage entier. On a vraiment cette capacité à s'adresser à tout type de clients, qu'il ait l'habitude de signer des baux commerciaux. On peut en signer aussi chez Newton, Mhm. quand c'est prévu dans notre BP initial d'acquisition d'immeubles. S'ils veulent beaucoup de services, bah, ça ne s'appelle pas un bail, ça s'appelle un contrat de prestation de services. On va rajouter les services corporate dont tu as besoin pour que ton immeuble fonctionne. Les imprimantes, l'accueil, le courrier, les trucs de commande de base, la gestion des salles de réunion. Les services wellness, tout ce qui va être autour du bien-être. Est-ce que vous avez besoin d'un coach pour aller préparer un semi-marathon? Est-ce que vous avez besoin d'un prof de yoga? Etc. Et les derniers qui sont les services qui faisaient un peu sourire en 2017 quand on s'est lancé autour de l'animation d'une communauté en disant « Ok, vous êtes sympas les jeunes là ». Sauf que depuis qu'il y a eu ces confinements, depuis qu'il y a ce télétravail avec est-ce qu'on a mis 1, 2, 3 ou est-ce qu'on a ouvert complètement les vannes sur vous pouvez work from home et tout va bien. Ce qui a quand même été fait pas mal de fois dans pas mal de grosses boîtes. Et que tu as ce mouvement inverse ensuite où les managers se disent en fait c'est n'importe quoi, on n'arrive pas à former, on n'arrive pas à recruter les jeunes là, on ne sait pas où ils sont, on n'arrive pas à diffuser et à infuser notre culture d'entreprise, on veut qu'ils reviennent. Oui, mais si tu veux qu'ils reviennent, il faut que les locaux soient cool, agréables, que tu y sois efficace, que tu aies des lieux où tu puisses échanger, des lieux où tu peux te concentrer, des lieux où il y a de la confidentialité. C'est quand même, il faut penser tout ça. Et nous, on le fait avec nos designers, nos architectes. Et voilà, et c'est à cette condition-là que tu peux les faire revenir. Et si en plus, entre midi et 2, tu as un atelier sur ChatGPT, si la semaine d'après, tu as le goûter de Noël, qui est ouvert à tous les membres, hein, évidemment, juste une boîte. Eh bien, tu fais vivre, il se passe quelque chose sur le lieu de travail. Et ça donne encore plus envie aux salariés de venir. Et donc, les employeurs sont contents. C'était plus facile de recruter parce que tu es chez Newton. Et c'est encore plus facile de conserver tes talents parce que tu leur offres des conditions idéales pour pouvoir travailler. Mini question. Donc mini réponse. Allez, grosse inspi deux questions dedans. Est-ce que tu es fortement inspiré par Google, qui, j'ai l'impression, est pionnier sur le bien-être, en tout cas, même plus loin, hein, tout ce qui est sur le site est gratuit, etc. Et un peu une autre question dedans, mais est-ce que l'objectif, c'est que des boîtes qui sont clientes de Newton, tu voudrais qu'elles se rencontrent entre elles? Je sais pas, c'est pour créer du business ou juste concubiner, peut-être? Je ne sais pas. Alors, 2 questions, 2 réponses. Bref, du coup, Google, pas du tout. Pas du tout, ok. Pas du tout. Pourquoi? Déjà, quand je te dis qu'on a voulu un positionnement corporate, je voulais pas c'était le cliché. D'ailleurs, il a fallu combattre ce cliché Google où tout le monde avait l'impression que tu pouvais entrer en skate dans les bureaux, avoir des couleurs criardes partout et que tu avais des chambres d'ados. Okay. Alors, les chiens, ils viennent chez nous. Ouais.
Moi, je viens avec mon chien de temps en temps. Dog friendly. Ouais, mais il fallait casser ce cliché que un espace de bureau coworking, c'est une chambre d'ado mal rangée et où tu auras aucune confidentialité, aucune sécurité. Donc, au contraire, on l'a complètement combattu. Mais le tout gratuit sur site. Alors, nous, c'est all inclusive, en effet. Le café, on a de vrais cafés barista, on forme les salariés, c'est un vrai moyen de créer de la convivialité au sein de l'espace. Il y a des pommes à dispo, évidemment, bio, local. Donc, on a pas mal de... On est vraiment généreux là-dedans. On est même généreux quand tu visiteras, je t'invite, dans l'espace qu'on laisse qui semble perdu. Parfois, il y en a qui nous disent « Putain, mais là, t'as pas mis de bureau ?» Je dis « Non, là, il y avait la vue vers un pin. On est dans l'immeuble d'Aix et on a appuyé sur le golf et on a créé une percée visuelle, etc. » Donc, on a très souvent... Voilà, on est très généreux là aussi. Ton autre question sociale, pourquoi est-ce qu'on fait Et là, j'en viens à notre raison d'être. Notre raison d'être, on est société à mission, c'est d'accompagner le déploiement de l'économie dans les villes et les territoires. Ça passe par 3 piliers. Le mouvement vers les régions, ou au sein des régions, un ancrage territorial et la transition écologique. Ce que tu évoques, c'est le deuxième pilier, l'ancrage territorial. On veut que quand Newton débarque, ce soit un peu comme quand tu mets de l'engrais dans un champ, ça soit mieux après et que tu crées un écosystème. Tu crées un écosystème. Et si tu veux favoriser donc l'économie, booster l'économie, ça passe déjà par te dire il faut que connaître ton voisin. T'es une boîte de com, ton voisin c'est peut-être un cabinet d'avocats, ça n'a rien à voir et c'est pour ça que moi je veux pas de coworking thématique, mais ça crée un écosystème riche qui fait que ils peuvent bosser ensemble. Et c'est toi en animant, en faisant tes goûters de Noël qui a l'air débile, qui font que en fait ils se rencontrent à la machine à café. Et peut-être qu'ils vont bosser ensemble. Tu as eu du business comme ça, indirectement, pas pour toi, mais qu'entre eux, ils ont fait du business. Ça se crée, ouais. Et même nous, on a trouvé des prestats et on préfère prendre la boîte de recrutement qui est là ou la boîte de com qu'un externe. Donc voilà. Je suis tellement partisan de la rencontre physique, notamment dans le cadre du business. Mais bref, là, on est en train de divaguer. Moi, j'ai envie de revenir. Je dis en général, on fait ça en intro, mais là, on n'y est plus du tout dans l'intro. T'as fait prépa. On va pas parler 3 ans de ça. T'as fait prépa et t'as fait HEC, on en parlait un peu en off. Déjà, est-ce que t'es content? Est-ce que t'en es fier? T'as aussi des enfants. Est-ce que t'as envie de leur pousser à faire prépa? Parle-moi de la prépa et même sur le prisme entrepreneurial, la grande question qui va suivre, on pourra en répondre après, c'est est-ce que tu aurais pu être entrepreneur plus tôt? Parce qu'ensuite, tu as bossé, tu me rediras un petit peu tes expériences, mais plutôt costaud quoi, avant de créer ta boîte. Tu as bossé quoi, une dizaine d'années avant de 6 ans, première expérience costaud, 6 ans avant de me lancer. Ouais. Raconte-moi pourquoi la prépa et ensuite assez largement pourquoi créer une carrière plutôt qu'entreprendre directement. Ok. La prépa, écoute, j'étais bon élève au collège, lycée et assez naturellement, tu fais comme les bons élèves des promos d'avant et tu vas faire une prépa. Donc tu fais Donc moi, j'ai fait mon lycée à Marseille et à l'école Lacordaire et je me suis même pas... Je pense que j'ai vraiment réalisé que je partais en prépa à Paris, en tout cas à Rueil-Malmaison, à Danielou, le fin août quand je fais mon sac, quoi. C'est-à-dire que je me dis, mince, ta chambre, là, ça sera plus vraiment ta chambre et tu t'en vas. Mais donc ça se fait un peu naturellement sans trop réfléchir. C'est un peu le chemin tracé. Quand tu as dit, je t'ai demandé pourquoi, en fait, tu as répondu par rapport aux anciennes promos. Ça veut dire quoi, ça? T'as un mimétisme, je trouve. Tu as des exemples sous les yeux et tu vois que celui qui a 1 an de plus, celui qui a 2 ans de plus, avec qui tu t'entends super bien et qui marchait bien aussi au lycée, il est dans telle prépa et ça se passe bien parce que tu as gardé contact et puis voilà. Et couplé à ton esprit de compétition. Et donc, moi, j'ai toujours été très... je suis né comme ça, j'aime bien la compète. Et donc, tu te dis, tu te dis en plus, alors bon, on t'en parlait tout de suite. Moi, je suis né dans une famille d'entrepreneurs avec un business familial créé par mon grand-père qui est dans le transport et la logistique.
Ok. À ce moment-là, donc c'est mon père qui gère ça. Il y a ma tante d'ailleurs, il y a mon oncle. Enfin, c'est Ah oui, ils ont PME tous bossé. familiale, D'accord. la PME familiale classique, et qui est la deuxième génération pour le coup. Et tu te dis quand même, bon, un jour, il est possible que... Puis moi, je suis l'aîné là de tout. Et donc tu te dis, bon, T'as des frères et quelque sœurs. part, à ce moment-là, je me rappelle, j'avais pas trop conscientisé le truc, mais bizarrement, tu t'orientes vers des études qui te permettraient d'être bon pour être digne de ce qu'ont créé. Attends, ton père les te anciens. l'a dit, je voudrais Ah, que mon tu père le m'a dit reprennes un jour. non. Alors là, mon père m'a dit fais des études, Ok. barre-toi, va faire autre chose, je te promets rien, ne compte pas, sois pas le fils à... Enfin, en gros, la culture, c'est pas d'être le fils à papa, Ok. et fais-le du mieux que tu peux, et après on verra. Ok. Et d'ailleurs, quand je fais un petit shortcut, mais quand je suis à la fin d'HEC, je lui dis, je fais HEC entrepreneur, je lui dis, t'as besoin de moi l'année prochaine, parce que on est en 2006, c'est pas la crise, Ouais. il y a déjà des opportunités. Il dit, non, Va faire tes va faire autre chose. Ouais, va voir. Ok. Et donc la prépa, je m'y retrouve assez, avec d'autres, d'ailleurs plutôt cool, avec d'autres potes du lycée. On débarque les 4 Marseillais comme 4 extraterrestres Ah, vous avez quatre. à Danielo, à Rueil-Malmaison, donc avec mon accent. Écoute, il y a eu de l'ESSEC, il y a eu de l'EDEC, et voilà, je crois. Ok. Et, Bon, ça va. Oui, parce qu'en fait, on n'est pas plus bête. Ah, alors merci. Ouais. Je t'ai raconté hier, je mangeais avec une amie et on a grandi dans Paris. Malgré l'accent, tu vois. Non, mais j'aimerais t'en parler justement. Je connais pas ton lycée, mais c'était un lycée privé à C'est un Marseille. bon lycée privé, Ouais, une super école. Ok. Ouais. C'est pas celui où il y a. Non, c'était pas à La Ciotat. C'était à Marseille même. Marseille, ouais. J'étais à La Ciotat, j'ai un pote qui était avec le fils de Didier Deschamps. Ah, L'étiquette. mon idole. En fait, ce que je veux dire, c'est est-ce que tu n'as pas l'impression que le fait de le voir par des générations d'avant toi qui vont faire prépa, tu sais pas pourquoi tu vas faire prépa, mais parce qu'on te dit que c'est la voie d'excellence et qu'on te dit non, c'est le bien, à cette époque dans ta tête, tu fais le bien et le mal. Vu que tu as vu des gens le faire, le réflexe dans ta tête, c'est de te poser la question, est-ce que je vais y aller ou pas? Alors que la plupart même des Français, enfin la question ne se pose pas. Je sais que moi, dans mon lycée, quand on avait 18 ans, tous ceux qui faisaient ES, c'était est-ce que tu prépares Sciences Po ou pas? Et je trouve que c'est un... Est-ce qu'on n'a pas Là, je fais une petite aparté parce que même toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont eu des belles études, est-ce qu'on n'a pas eu un luxe de pouvoir rêver? Ah ben, j'espère qu'il existe encore, ce luxe de pouvoir... Pas partout. Enfin, on est quand même conscient. Et moi, j'ai fait du public en France, à Paris, pardon. Non, mais il peut y avoir des plafonds de verre, mais il faut donner l'étincelle dans l'œil de chaque enfant, et que tu sois bien né ou moins bien né, et avoir un pays méritocratique ou que tu passes par le privé ou le public, t'es pas les portes qui se ferment immédiatement. Ouais, c'est hyper important. Mais on est d'accord, parce que là, moi, c'est même pas du privé ou du public, vu que moi, j'étais dans le public, mais un public dans le plein 15e à Paris, enfin, je vois les gens qui en sortent, et même, donc aujourd'hui, on a bientôt 30 ans. Mais il y a des très belles carrières, mais même plus que ça. Il y a des chanteurs, des acteurs, bon, il y a plein de polytechniques et autres. Et je me dis, mais ces gens-là, qui pareil, moi non plus, je me suis... Bon, il y a des gens très smart, mais je me disais, en fait, c'est juste... Je me posais pas la question, je me disais, c'est accessible. La question, c'est est-ce que moi, j'ai envie de bosser pour ça? Et je me dis, ouais, enfin, c'est la responsabilité de qui? Est-ce que c'est à nos parents de nous faire rêver? Est-ce que c'est aux profs? Ou est-ce que c'est de toi-même être capable de t'intéresser et de regarder des gens, peut-être tes aînés, et te dire moi aussi je peux y arriver, quoi? Toi, je sais pas, en tout cas moi je suis parent, et Ouais, tu fais comment toi? Et moi, de toute façon, ma mentalité d'entrepreneur, c'est pas de pas compter sur les autres, mais en tout cas de prendre tes responsabilités. Moi, en tant que parent, je pense que c'est ton rôle d'ouvrir l'esprit de tes gamins. Et il n'y a pas de bonne recette, mais j'espère juste qu'ils seront heureux à terme. Donc après, il y a les fins et les moyens. Les études sont un moyen, mais ce ne sont pas le seul pour aller vers quelque chose qui t'épanouit, c'est qui fait que tous les matins, dès que tu te lèves, tu as la patate et tu as la grinta et tu as envie d'aller faire quelque chose qui te plaît. C'est rassurant pour des parents. J'imagine que mes parents étaient rassurés de voir que j'étais en prépa et que j'ai fait HEC. C'est sûr que tu te dis, bon, bah,
Ouais, mais j'ai t'étais fait le pas job, il encore, est parti avec des bagages costauds. Ça veut pas dire que derrière, 10 ans plus tard, tu seras heureux et qu'est-ce que ça veut dire réussir sa vie? C'est pas y parce a que t'as pas de fait réponse. HEC que tu réussis ta vie, déjà? Ah ben non. Tu connais par exemple des copains de promo ou d'autres personnes sans les mentionner où tu te dis putain, c'était une tronche, ou à l'inverse, c'était pas le plus smart ou la plus smart ou même le plus ou la plus bosseur, mais il y avait quelque chose en fait. Il y avait un extrascolaire, tu vois, une sorte d'ambition, peut-être une fibre artistique, Mhm. etc. Tu vois ça, Bien sûr. j'allais dire Il n'y a 10 pas ans de plus règle. tard, un peu Il y plus a même. pas de règle. Et heureusement. Ok. C'est pas parce que. Et juste, je reviens sur tes enfants. Petite question là comme ça, mais comment tu ouvres l'esprit pour aller à la quête du bonheur? Sachant que tu te dis, ok, il faut faire des bonnes études et tout, mais est-ce que tu as 2-3 tips comme ça, c'est des questions que tu poses, c'est des choses que tu vas leur faire On voir? se donne rendez-vous dans 10 ans et je te dis si je me suis planté ou pas. Ça veut pas dire que tu es garant du succès, mais est-ce que tu essayes de mettre des trucs en Non, place? mais tu essaies de. On a tous les billets d'éducation de nos parents. Mais bien sûr. Parce que t'as pas de manuel et tu fais à peu près ce qui te semble avoir fonctionné Ou t'es en l'inverse, réaction avec exactement. ce qui t'a gonflé quand toi t'étais gamin. Il n'y a pas de recette, t'essaies de leur faire voir des choses, t'essaies de les faire voyager, t'essaies de leur inculquer des valeurs, etc. Et de leur faire lire des choses, de ne pas être une soirée entière sur une Switch ou un iPad, de leur faire du sport, de leur faire de la musique. Tu vois des vibes là aujourd'hui entrepreneuriales chez tes enfants ou pas encore? Je sais pas quel âge ils ont. Ils ont 9 et 10, donc c'est un peu tôt. Tu vois des traits de tu vois, mais dès le début, tu vois des traits de caractère. Mais là aussi, il y a pas, je pense pas qu'il y ait de profil type du futur bon entrepreneur ou du futur bon manager. Et chaque personnalité a des atouts à travailler. Ok. Et avec ça, tu peux être très créatif ou très process ou très un super manager, etc. Tu sors de d'HEC, pourquoi tu montes pas une boîte directe, sachant que tu as fait HEC entrepreneur? Ouais. Est-ce que. D'ailleurs, et c'est qui tes copains de promo? On en a parlé au téléphone. Il y en a plein, mais dans les entrepreneurs, il y a Jérôme Benoît qui a repris une superbe entreprise qui s'appelle Delta Plus, dont le siège est à Apt. Tu vois, une ETI, ça c'est une belle histoire d'ETI qui me plaît bien. Le siège est à Apt, dans le Luberon, tu vois. dans le Luberon. Parisien qui va te dire quoi? Ok, C'est un bel endroit sur Terre. j'imagine. Il y a d'autres copains, ouais. Je sais, tu m'avais donné des Tu as interviewé Alexandre Pro, qui est un de mes Conto. amis, qui a créé Conto, entre autres, et qui est une superbe histoire. Je vais faire offense à plein de copains là, qui ont créé des belles boîtes moins connues. Et c'est drôle parce que mon cercle proche, on est plutôt des entrepreneurs. Et le deuxième cercle, il y en a pas mal qui sont plus dans la politique aussi, qui avaient pris le virage Macron dès le début. Donc c'est assez drôle. Non, mais j'en oublie plein. Il y a de superbes histoires entrepreneuriales dans ma promo, autour de ma promo. Il y a des Doctolib, des slips. Oui, tu m'avais parlé de pas mal. Ce qui montre bien que cette période, enfin que cette école-là ou cette formation-là, en tout cas de façon plus générale, crée pas que des connards, parce que c'est quand même désolé d'être grossier, mais c'est quand même un peu le cliché qui est là, et crée quand même des gens plutôt ouverts d'esprit. Qui sont capables de créer des belles choses ou d'aller, et c'est pas un scandale, d'aller dans un cabinet de conseil, d'aller faire de la finance, d'aller faire du market. Et alors moi j'ai un peu plus de 40 ans maintenant et on en parle un peu. Non mais tu vois, j'ai l'impression que ma génération là, est un peu un point de bascule où on était un peu la fin d'une époque où justement tu avais des bons soldats qui débarquaient dans les boîtes. faisaient toute leur les carrière. 10 ans avant ma promo, c'était t'allais faire de l'audit et t'allais faire de la finance ou t'allais chez L'Oréal et autres. Quand tu vois plutôt ta génération ou les plus jeunes n'ont pas du tout cette vision-là. Écouteur, merde. Et l'entrepreneuriat est vraiment présent à l'esprit et on se lance même quand on est à l'école, c'est ce que nous on faisait pas du tout. Et moi j'étais un peu ce point de bascule, là, je fais partie des vieux de la génération Y moi. Et je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, pas tout de suite, donc pour répondre à ta question. Alors oui, j'ai fait HEC Entrepreneur qui est une super formation pour te montrer que c'est possible. Tu bosses en plus sur un projet pendant Tu bosses que sur des vrais projets Ouais, c'est ça. de création. Il y a plein de boîtes qui sont nées de ça. Bien sûr.
et c'est top. Et pourquoi je le fais pas à ce moment-là, c'est que j'ai pas l'impression d'avoir la super idée. J'ai Donc pas tu la l'impression cherches de. quand même. Ouais, tu cherches, ouais. Ok. C'est excitant. Tous les matins, tu te C'est poses aussi une pour ça que question. tu as contacté ton père, juste pour savoir. Est-ce que tu attendais, in a Non. way, qu'ils te disent ouais, j'ai besoin de toi, et là tu te dis ok, je veux cette aventure? Non, c'était pas exactement pour ça. C'était que moi, je m'en sentais responsable aussi Ok. de quelque chose qui se transmet, et, qui est un capital familial et Donc, qu'il du fallait, patrimoine. voilà, faire grandir. Et qu'est-ce que je fais aujourd'hui finalement, hein. Et donc, pas la bonne idée. Je trouve pas le bon binôme ou la bonne équipe qui m'embarque. Je me sens pas finalement très solide pour me lancer tout de suite. Mhm. Et vient un peu par hasard une opportunité par rapport à un copain plus vieux qui est quelques promos au-dessus de moi. Oh, l'influence des promos, Et ouais, et l'influence du foot surtout, tu vois. Ah, c'est C'était un pote tu vois, on parle des réseaux, des grandes écoles, comme si c'était quelque chose de mystérieux. Non, on joue au foot ensemble, mais c'était un pote. Et du coup, il me dit, tiens, on va chercher un junior qui sort d'école. Est-ce que tu en connais? Qui tu me conseilles dans ta promo? Et Tu lui as dit, bah moi. attends, raconte-moi un peu plus ton truc, ça a l'air plutôt intéressant. Genre, il a pas pensé à toi en gros au début. Moi, bah, un peu, je sais pas. C'est les petits points à l'entraînement. Mais qui tu vois, sont pas appréciés. les tacles, moi c'était plutôt les tacles. Gros défense. Mais on a. Moi, à cette époque-là, je sors en 2006, je sais pas vraiment ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Parce que j'avais eu des expériences en stage où je fais un peu d'audit, un peu de. Qu'est-ce que tu voulais j'étais pas? Je voulais pas le truc trop cadré, parce que mine de rien, moi, je suis quand même un entrepreneur, donc j'avais quand même besoin Donc un périmètre me de tâches sentir. très défini. Voilà, j'avais besoin d'être à fond. Enfin, moi, j'ai toujours fait du sport co et j'avais besoin d'être à fond avec l'équipe dans laquelle j'étais. Et donc, j'avais envie d'être admiratif et d'être content d'être avec cette équipe-là. Et c'est ce que j'ai trouvé chez Carlyle en arrivant. Ce sont des amis je ne suis plus depuis quelques années, et ce sont devenus des amis pour la plupart. Et j'étais dans une belle école, tu vois, à nouveau. J'ai appris un métier qui était l'investissement dans l'immobilier avec des super pros qui avaient de belles valeurs. Et donc, j'étais très content de démarrer comme ça ma carrière en 2006 et j'en suis parti en 2012 pour créer Tivoli Capital. C'est quand la dernière fois que tu as arrêté de. Enfin, la dernière fois que tu as réellement pensé à ta carrière? Et quand je dis. Vas-y. En fait, c'est là où moi j'ai eu la chance d'avoir de belles rencontres tout au long de mon parcours. Et peut-être parce que j'étais à l'écoute, mais j'ai souvent eu la chance de croiser des gens qui me faisaient lever la tête en me posant la question est-ce que ce chemin qui semble tout tracé parce que t'es né là et t'es bon élève, c'est le bon chemin. Et donc tu me parles la prépa, je te dis tu réalises pas trop où tu vas, t'es bon, hop, t'as HEC. Tu dis juste le bon chemin, mais pourquoi? Chemin du Scolaire, bonheur. quoi. Scolaire, en tout cas, parce que Pour tu arriver dis, à quoi? tu maximises tes chances d'avoir un bon job et de gagner du fric. Pour mais être heureux après? justement, ça n'y répond pas forcément. Mhm. Et donc, HEC Entrepreneur, plutôt que de te dire, débarque à l'époque, c'était McKinsey qui était à la mode ou L'Oréal, c'est du market. Mhm. Non, est-ce que t'as pas intérêt à créer ta boîte tout de suite? Et donc, tu te poses sincèrement la question, tu te dis, bon, non, pas tout de suite, mais en tout cas, il y a une graine qui est plantée. D'ailleurs, moi, elle a germé un peu plus tard. Et sur un terreau assez fertile d'entrepreneuriat. Et après, pareil, quand moi, ça marche bien en fonds d'investissement, tu te dis, est-ce que je continue encore 20 ans et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vivre à Paris, vivre certainement bien, mais est-ce que c'est ce que je veux? Non. Ce que j'ai fait d'ailleurs. Ou alors, est-ce que tu traces une autre colonne sur la page blanche et tu te dis, je me lance vraiment. Retourner au VEL. Je saute de l'avion avec le parachute et c'est parti. Est-ce que, si tu corrèles ça, est-ce que le fait d'avoir été à c'est XHEC à l'époque? Ouais, maintenant ça s'appelle XHEC. Ok, non, c'est ça, le master entrepreneurial. Est-ce que le fait qu'on te parle d'entrepreneuriat tous les jours, comme tu dis, la graine a été plantée, mais surtout, en fait, c'est accessible. C'est-à-dire que ce n'était pas une solution genre plan B. J'ai l'impression que c'était un plan A pour toi. Ouais. Et que, du coup, tu disais la graine a germé plus tard. Donc, c'est vraiment... c'est même pas que c'est accessible, c'est que c'est possible. Oui, c'est possible et
C'est Et dans même, l'ambition, tu quoi. démystifies le truc. Tu te dis, il faut même pas forcément l'idée de génie. Et, au début, tu es là, tu dis, je vais créer le nouveau Apple, le nouveau Google, le nouveau truc. Mais en fait, tu peux bien exécuter quelque chose qui existe ou le faire un peu, déplacer un peu le curseur et être sur ta stratégie et déployer quelque chose. Donc oui, tu vois plein d'exemples et tu vois des entrepreneurs tout le temps et tu te dis, oui, je peux le faire, ouais, c'est possible. Et au En fait, pire, tu te tu te dis, projettes, quoi. et si ça foire, bon, bah, écoute, si t'as la chance de ne pas être déjà couvert de dettes pour avoir financé tes études, à 24 ans, 25 ans, qu'est-ce que tu vas rater sinon avoir vécu une expérience hyper formatrice Et avoir et le si possible pas HEC avoir comme perdu trop de diplôme, thunes. quoi. Voilà. Ouais, Non, bah, parce que ouais. tu peux aussi cramer beaucoup d'argent assez vite. Mais Ouais, mais je reviens sur une mini chose, la notion de carrière. En plus, tu l'as dit juste avant, tu as dit en quittant HEC, j'ai rejoint une autre école. ouais, Vraiment, tu as sous-entendu l'idée d'apprendre. ouais, bien sûr. Est-ce qu'au bout de 6 ans, tu t'es dit c'est fini, j'arrête d'apprendre? Ah Parce qu'en non, fait, non, mais évidemment, tu apprends en ah, tant tu deviens qu'entrepreneur. vieux hein. Ouais. Est-ce que, en gros, je vais la refaire. Est-ce que quand tu as créé Tivoli et donc Newton, on va rentrer là-dessus, hein. Est-ce que tu as arrêté de parler de carrière? Quand je dis ça, c'est que j'ai l'impression que quand tu crées une carrière, tu as des jobs pour accéder à un futur job. Ouais. Est-ce que tu vises un futur job aujourd'hui? Ah ben non, Donc, est-ce que c'est ça la limite à la carrière, c'est l'entrepreneuriat? je sais pas. Mais c'est sûr que tu réfléchis plus en tant que ça. En tout cas, faut que tu réfléchis plus avec un logiciel de salarié. Donc, il De faut long vraiment terme, sortir de ça. Ok. Tu sors vraiment de ça. D'ailleurs, tu ne te payes pas tous les mois. Au début. Chaque euro. Enfin, mais même maintenant, moi, je me paye pas tous les mois. Ouais, tu prends des dividendes quand même, rassure-moi. Non, même pas. C'est pas des dividendes. Mais bon. Mais Ok. c'est la REM que tu cales un peu. Mais parce que, une fois de plus, c'est dur à comprendre pour des salariés. Hein, mais c'est pas que tu fais pas ça pour ça, mais c'est un logiciel complètement différent. Où, en tout cas, les premiers temps, c'est toi qui vas chercher chaque euro de chiffre d'affaires. Donc, chaque euro de ta REM à la fin. C'est bien plus gratifiant qu'un salaire. Ouais, c'est bien plus crevant et stressant aussi au début quand, du coup, t'as pas l'assurance que t'as une machine qui me génère du CA et on l'espère de la marge Ouais. et donc qui va pouvoir qui est assurer pérenne, ton quoi. salaire. Mhm. Et ça, quand t'es salarié, tu te poses jamais la question. Sauf si ta boîte va très mal et tu te dis, mince, en fait, il y a un Enfin, tu problème. peux chercher un autre job, quoi. Mais Pire. exactement. Et donc ça, c'est une logique complètement différente où, évidemment, si tu franchis le pas, à ce moment-là, tu te dis pas que c'est pour obtenir un futur job. Après, ce que je dis aussi assez souvent, c'est que l'histoire entrepreneuriale, elle peut se terminer plus tôt que prévu et tu peux reprendre un job de salarié, c'est pas une infamie, c'est pas Non, une honte. Et ça Au dépendait du contraire, cycle, quoi. et au contraire, tu vas revenir et tu peux te rendre compte aussi que c'était pas fait pour toi, parce que c'est pas fait pour tout le Tu monde. peux forcer l'entrepreneuriat dans le sens où tu as tellement envie d'entreprendre, mais t'as pas la bonne idée. Et en même temps, on te dit que l'idée, c'est 1%, l'exécution, c'est 99%. Mm. Mais on te dit qu'un bon entrepreneur doit être passionné. Beaucoup de paradoxes. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, mais pourquoi le forcer? Si vraiment tu as peur d'avoir un regret toute ta vie de ne pas l'avoir fait, fais-le. Mais sinon, tu peux avoir de belles vies en étant salarié aussi. Ok. Bon, on avance un peu, j'ai envie de comprendre. Tivoli, même si c'est pas vraiment le focus du podcast, sans Tivoli, il n'y a pas Newton. Explique-moi, et juste après, on va parler du premier immeuble. Ouais. Donc, c'est En quoi, fait, Tivoli, c'est quand je me pose à Paris, on doit être en 2012, 2011, 2012. Je me dis, bon, en fait, tout va bien, mais ça va pas. Et tout va bien, mais ça va pas. Ouais, t'as une belle carrière, tout va Ok, bien. mais ça tu tu gagnes de l'argent, mais il manque un truc. Et il manque quoi, juste? au final, c'est l'entrepreneuriat. Tu vois, manque la flamme. c'est voilà, d'écouter cette petite voix qui était là, que t'écoutais pas trop, mais qui parle de plus en plus fort. Et tu te dis, non, mais en fait, c'est ça. Et il faut que je le fasse. Tu l'as cherché peut-être en perso, je sais pas si c'est dans le sport, si c'est aller au vélodrome, avoir cette ferveur. Non, mais c'est vrai, moi je sais, je pense que on le partage, ce truc d'être avec des copains et être en extase pendant 1h30. Enfin, c'est assez particulier, comme un concert par exemple, mais t'as essayé de le chercher dans d'autres trucs perso avant d'essayer de le trouver dans le pro? En tout cas, moi, j'ai toujours un équilibre en faisant beaucoup de foot, beaucoup de sport, même de la musique et des assos quand j'étais étudiant. Donc, moi, c'est sûr que ce côté de collectif a toujours compté pour moi. Mais Et quand je t'ai parlé de notre collectif dans lequel j'étais rentré chez Carlyle et de ce que j'ai créé, et moi, c'est ce que j'aime bien. Tu as parlé de Deschamps. Moi, j'adore Deschamps parce que je trouve qu'il a ce génie de créer des collectifs.
Pas forcément en prenant toujours les meilleurs. Tu as parlé de Matuidi, tiens, tu vois. Matuidi, pour ceux qui ont bien suivi la Coupe du Monde 2018, il jouait les gauches, c'est pas son poste et on est champion du monde. Et ça, je trouve ça génial et ça m'inspire beaucoup, moi, dans mon boulot aujourd'hui d'entrepreneur et de manager. Et un attaquant de pointe qui plante pas un but et qui fait les meilleures déviations. Mais bon, en 98, c'était le cas aussi. Oui, champion du monde. Ok, donc il te manquait ce truc. Donc voilà, donc tu dis, allez, j'ai appris quelque chose pour le coup, là, je sais que c'est solide. Du coup, j'ai un regard assez fin sur mon métier et je sais que je peux apporter une valeur. Et donc, ce qui me manque aussi, c'est Marseille. C'est le fait d'être dans cette ville de Barjo. Mais bon, qui à la fois me ressemble pas du tout parce que mon associé me dit souvent, en fait, t'es suisse, t'es toujours à l'heure, voilà, t'es super fiable. T'es gentil, tu t'embrouilles pas avec les gens. À Marseille, on sait pas. Mais en bagnole. Et en même temps, cette ville qui est en moi, parce que je suis né là-bas, et ouais, je suis allé au stade, mais je suis allé dans ces collines aussi. Enfin bref, c'est chez moi. Et tu te dis, donc là on est en 2012, il y a moins la hype. Aujourd'hui c'est plus hype Marseille. À l'époque on me regarde un peu, je dis mais tu pars de Paris, chez Carlisle. Non mais je pense que t'as créé ta boîte à Marseille. C'était le rachat du PSG, tu t'es dit il y a un truc. Ouais, je me suis dit ouais, il y a des contre-exemples. C'était gratuit. Ouais. Écoute, donc là, on pourra en reparler. Mais du coup, donc je crée Tivoli parce que voilà, j'ai appris un truc. Et ça me plaît, j'ai envie de continuer. Je vois ça aussi comme la deuxième jambe du groupe familial qui a une grosse jambe transport et logistique et un peu d'immobilier du coup, de fait. Et je me dis, tiens, je vais aussi peut-être contribuer à ça. Au final, ça n'a pas vraiment été le cas parce que Tivoli a grossi très vite. Et donc Tivoli, c'était pour ton... Attends, je sais pas... Tivoli, c'est du coup la boîte que je crée pour faire de l'investissement dans l'immobilier en France. Et... donc, prendre des parts au capital d'opération, pourquoi pas des opérations que j'amène à des fonds d'investissement, puisque c'est mon réseau que j'ai créé au début de ma carrière, et faire le job de création de valeur au quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire bien acheter, ça veut dire bien financer, ça veut dire suivre des travaux, bien louer et éventuellement revendre. Voilà. Okay. Et donc, vraiment être le lien entre la finance et le terrain. Donc, tout seul au début, tu peux pas trop. Donc, très vite, je recrute et tu te lances là-dedans. Mais tu t'es pas associé? Non, au début, je suis vraiment seul. Ouais, non, au début, je suis seul. Ouais, exactement. Truc. Ouais, exactement. 100% moi et la famille. Le holding familial et moi. Donc, c'est vraiment... Il y a une corrélation avec le business de ton grand-père, du coup? Je te dis, ouais, je vois mon père à ce moment-là faire... Quand moi, je commence à gamberger, je le vois faire un peu d'immobilier. Je me dis, bon, allez... Deux planètes qui s'alignent, je rencontre celle qui sera ma future femme qui était à Marseille. Troisième, je vais voir les planètes s'alignent, il faut aussi regarder un peu les signaux et les accepter. Et donc je me lance et il y a deux phases dans Tivoli. Il y a cette première phase où finalement je trouve pas les deals à acheter, je me retrouve sur des grosses opérations où j'ai pas l'argent pour acheter ça, et entre capital de programme de 58 mètres carrés de bureau à Toulouse, à Marseille, aux Pays-Bas. Donc mais je suis l'asset manager, le conseil, le relais sur le terrain, et je prends des honoraires et l'équipe grossit. C'est là où ça permet de se lancer tout de suite. Okay. Voilà. Et ça me permet de voir arriver le coworking, comme je te disais tout à l'heure, par Londres, par Amsterdam, et je me dis, il faut le faire. Et donc le peu de trésor que j'ai accumulé en 3 ans, je le réinjecte complètement dans des tables, des chaises, des cloisons. Je loue 700 mètres carrés dans un immeuble dont je m'occupe d'ailleurs, dont on s'occupe avec l'équipe de l'époque. Mais à l'époque, on est 4. Il n'y a pas de Newton. Et là, c'est Tivoli. Et du coup, je loue je dois signer le bail en juillet et on loue en janvier. Et en 6 mois, on fait tout. On trouve un nom, on fait une plaquette, on fait un site internet. C'est des choses que je n'avais jamais fait. Voilà. Est-ce que c'est pas encore plus excitant? Mais quand tu parlais d'apprendre, c'est génial. T'apprends plein de choses. Et d'ailleurs, à l'époque, il fallait vite trouver un nom. Je gribouille des trucs, je gamberge jour et nuit, je trouve pas. Et un beau jour, je change les lettres de Tivoli, je les mets à l'envers, ça fait I love it. Voilà. Et je me dis, tiens, trop bien. Et donc, quand on a commencé, l'activité s'appelait I Love It au début. Et on a... Vous les mettre de Rivoli, mais... C'est ça.
Et après, pour les raisons que je t'ai évoquées tout à l'heure de positionnement plus statutaire et autres, on a pris Newton. Et Tivoli, l'histoire du nom de Tivoli, c'est la ville à côté de Rome où il y a la villa d'Adrien. Donc les mémoires d'Adrien, c'est un livre que je recommande. Mais Adrien, c'était aussi le prénom de mon grand-père et c'est le prénom de mon fils. Donc voilà, c'était le... Ah, il y a trop de planètes qui s'alignent chez toi là. Ok, trop drôle. Quand on parlait du premier immeuble, est-ce que c'est le premier immeuble de Tivoli? Attends. Est-ce que c'est un meilleur business financier, Tivoli ou Newton? En fait, Tivoli est l'actionnaire de Newton. Donc, je sais, mais donc, Newton est opérateur, Tivoli va acheter. Est-ce que tu marches plus sur une activité d'opérateur de bureau, donc c'est de la gestion au quotidien, c'est aussi aller chercher des clients, ou est-ce que tu aurais très bien pu faire le choix, vu que c'était ta porte d'entrée Tivoli, de rester toujours financeur, je sais pas comment... C'était... La conviction forte, c'est que quand je lance ça, c'est que tu pouvais pas juste être investisseur et récupérer les loyers à la fin du mois. Ok. La conviction forte, c'est que face à cette révolution de l'usage, tu dois être capable de proposer des contrats d'1 an pour des TPE, des contrats de 6 ans pour des grands groupes. Tu dois être capable d'amener une survaleur, un surrevenu en gérant activement ton lieu, comme un hôtelier va gérer un hôtel. Voilà. Et donc, voilà, je le regardais surtout comme ça. C'est que c'est la bonne façon de faire, c'est la façon de faire dans laquelle je crois pour le 21e siècle, pour faire des immeubles de bureaux. Le temps nous a donné plutôt raison, en étant bien secoué par un Covid, par une révolution technologique, et même une révolution de prise de conscience environnementale. Bien sûr. Et le fait d'avoir des immeubles vertueux, nous d'être B Corp, d'être société à mission. Vous êtes B Corp. On va alors je touche du bois, c'est très long et bon, tous les voyants sont ouverts et ça devrait pas tarder. Bon, on touche du bois pour vous. Voilà. Tivoli, donc 2012, 2011. 2012, je crée Tivoli et on ouvre 2017 Marseille où on loue 700 mètres carrés. Où je te dis, donc je réinjecte ma trésor, je convainc la caisse d'épargne locale. Que je remercie toujours. Tu peux nous dire ou pas? Moi, je suis très curieux. Combien tu mets en equity? Combien tu arrives à choper en prêt pour créer un premier immeuble avec combien de postes? Quand tu n'as pas de thunes et que tu es au début, en gros, si tu veux 100, il faut avoir 100. Quoi. Ouais, donc, c'est quand même, tu leur dis, mais les gars, si je viens vous voir, c'est que je ne les ai pas. Quand tu es tout petit, c'est terrible. Tu dois aller voir des investisseurs privés pour le coup? J'ai réussi à les convaincre, mais très vite, on te renvoie aussi sur des BPI ou sur des mécanismes comme ça, entre le privé et le public qui peuvent. En gros, ils se rassurent entre eux, entre une caisse d'épargne et une BPI. Si l'un, toi t'y vas, ouais, allez, ok, on y va. Et c'est là où l'entrepreneur doit avoir une force de conviction très forte pour convaincre. Et moi, j'ai réussi à l'avoir, mais ça a été le financement le plus dur que j'ai jamais essayé. Ça a peut-être pris 6 mois, mais sur des montants, c'était ridicule. C'était pas grand-chose. Tu peux dire combien ou pas? Je crois que la première ligne, c'était 350 000 balles. Et ça te permet de financer quoi? Des tables, des chaises. En plus, c'est là où c'est dur pour le banquier parce qu'il n'y a pas de... Non, au début, non. J'ai pas l'argent au début. Donc là, tu détiens... Enfin, c'est pas les... T'es locataire d'un étage et t'as fait des aménagements. Quoi. Et après, t'as financé un peu de marque, t'as financé un peu ta marque, un peu tes supports de com et t'as commencé à recruter. Parce et même, quand même gérer t'aménages à l'intérieur, tu disais, tu prenais un architecte. Ouais, architecte, faire les travaux. En plus... Moi qui viens de l'immobilier, et ça c'est dans notre ADN, je suis un dingue de l'acoustique, un dingue de la luminosité, du confort thermique. Okay. Et donc, on aurait pu faire semblant de ne pas toucher la clim et personne n'aurait vu le problème à court terme, mais ça je ne sais pas faire. Et donc, si tu visites un immeuble Newton aujourd'hui, tu vois qu'on a travaillé la clim, plein de techniques. En fait, on fait passer la technique dans les couloirs pour pas qu'il y ait des ponts phoniques entre bureaux. On travaille ça, on a des moquettes qui sont en matériaux recyclés, recyclables, avec un fort coefficient acoustique. C'est des choses qu'on travaille. Podcast chez vous, il n'y a pas d'écho, quoi. Non, normalement, tu auras des baffles acoustiques qui absorbent si c'est nécessaire. Bon, écoute, tu me l'as dit 2 fois, j'attends la 3e invitation. Ouais. Juste avancer un tout petit peu, tu peux m'expliquer Newton, c'est quand ça se crée quand? On ouvre, moi, voilà, je lance ça donc fin 2016, on ouvre très vite en janvier 2017. J'avais calculé que 700 mètres carrés, c'était pas assez pour gagner de l'argent
si ça fonctionne. Mais comme j'avais pas beaucoup d'argent, si je me plantais, il valait mieux se planter sur 700 mètres carrés que 2000. Mais je me dis quand même, c'est plutôt 2000. Et comme ça prend très vite, je retourne voir la caisse d'épargne 6 mois plus tard en leur disant, ça prend, il reste 2 plateaux dans l'immeuble, il faut les prendre. Et donc, on fait x3 dans l'année. Et là, le premier réflexe de mon banquier, c'est de dire, monsieur, vous êtes bien gentil, mais il faudra un bilan et vous reviendrez l'année prochaine. Je dis, non, on peut pas. On peut pas attendre. Le train, il est mis là, c'est parti, et il faut y aller. Et il me croit. Et donc là, j'arrive à nouveau à avoir une ligne additionnelle, à avoir la BPI, et ça démarre comme ça. Et là, c'est que des plateaux, hein, t'achètes pas de mur. Là, du coup, je loue 2 étages de plus dans l'immeuble. On passe de 700 à 2200 mètres carrés, ce qui est très gros en 2017 sur ce marché-là. Et à ce moment-là, donc j'ai Anthony qui me rejoint dans l'aventure, qui est mon associé aujourd'hui, et que j'avais fait venir. Enfin, le deal qu'on avait, c'était, écoute, on a une super équipe d'assets, on sait créer la valeur, mais on n'a pas la bande passante pour investir, pour acheter, ce qui n'est pas le même boulot. Tu parles d'acheter quoi là? Des immeubles. Des immeubles. Et c'était l'idée de départ de 2012. Donc c'était quand même d'être propriétaire et pas juste locataire ou asset manager. Et comme il y a ce concept qui est là, ce POC, comme disent certains, Proof of concept. On fait un gros investment memo l'été quand il arrive. Et on voit 3 fonds d'investissement en septembre. À Noël, on est à peu près d'accord avec KKR. Donc là, tu vois, on est en 2017, on est fin 2017. KKR, un des plus gros fonds d'investissement au monde. SPIMO ou pas du tout? Immobilier, fonds immobiliers. Et donc là, tu vois, 5 ans plus tard, 5 ans avant, j'étais tout seul à redémarrer de zéro. Et 5 ans après, j'ai KKR qui nous fait confiance pour faire des immeubles de bureaux en France. Donc j'étais très, 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 très content. Et combien tu peux nous expliquer un peu le use case du premier immeuble du coup? Et du coup, l'idée, c'est comme c'est un fonds immobilier, c'est d'être propriétaire des immeubles et de les gérer. Donc d'être investisseur, opérateur. Parce que, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, ça crée plus de valeur. Tu captes la survaleur que tu crées de la valeur dans un immeuble de bureau quand il génère du loyer. Donc c'est toi qui génères le loyer, donc autant capter cette valeur. Et donc l'idée de départ, c'est d'avoir 6 à 8 immeubles en France. Et pourquoi les régions? C'est que le coût de capital qu'on avait, en fait, ne nous permettait pas tout simplement d'acheter des immeubles à Paris. C'était le premier point. Et deuxième point, c'est que quand tu regardes le marché, quand il se lance, donc à ce moment-là, WeWork démarre, il y a d'autres acteurs qui démarrent. Et le réflexe, c'est de démarrer par la capitale, le plus gros marché tertiaire de France et d'Europe avec Londres. Et nous, on se dit, déjà, on n'a pas de return. Et en plus, quand tu regardes Marseille, Lyon, Lille, Toulouse, Nice, Sofia, Bordeaux, c'est des marchés hyper profonds. Et tu te dis, allez-y, battez-vous à Paris. Nous, on va faire cette stratégie d'océan bleu. On va aller prendre ces parts de marché dans ces villes-là parce qu'on les connaît, on sait qu'il y a une vraie profondeur. Ce n'est pas juste des marchés de seconde zone et des marchés de plouc. Et on va amener de la qualité, on va amener des immeubles, entre guillemets, parisiens en région. Donc souvent, c'était des discussions soutenues avec les promoteurs à qui on achetait les immeubles. Ouais. Qui nous disaient, vous faites des immeubles de parisiens? On dit, ouais, allez, on fait des immeubles de parisiens. C'est dingue, parisien, c'est standing en gros? Ouais, c'est avoir... oui, t'as ce qu'on appelle les immeubles de classe A, avec certains standards internationaux de hauteur sous plafond, de coefficient acoustique, de certification environnementale qui coûtent plus cher. Je ne le savais pas du tout, je te le dis. Et donc, juste à ce moment-là où WeWork est que à Paris, il n'y a nulle part autre. D'ailleurs, ils sont aujourd'hui qu'à Paris. Hein, c'est une question. Ok, donc. Ils sont restés à Paris. Ouais. Tu le sais ou pas s'ils se sont posé la question d'aller dans d'autres villes et qu'ils ont vu d'autres acteurs? Je crois qu'ils ont dû se poser la question. Non, alors, s'ils n'y sont pas, c'est pas à cause de nous, grâce à nous. Mais même si d'autres acteurs internationaux comme IWG ont certainement observé, si on se plantait quand on prenait 5000 m² à Aix-en-Provence, ce qui était pas banal, ou 5... voilà. Et on est quand même les premiers à avoir fait des gros paris sur ces marchés-là. D'ailleurs, où Aix-Marseille, évidemment, dans la première part de marché sur cette métropole. Et on a de bonnes parts de marché sur d'autres villes. C'est Marseille le premier immeuble acheté?
Mais du coup, on achète notre siège, ouais. L'immeuble où je démarre en prenant un plateau puis 3, on lance la joint venture avec AKR en rachetant cet immeuble Incroyable. et en signant la promesse d'un immeuble à Montpellier. Enfin, faut avoir de la chance en plus qu'ils veulent vendre. À la base, tu loues. Ah quoi. non, ça se crée la chance. Ok. Et pour le coup, ça avait été une négo Grande négo, pas facile, qui a pris du temps, mais qui a permis de lancer. En B2B, l'activité. ça coûte plus cher. Un immeuble, j'ose même pas imaginer, mais juste comprendre si tu peux nous donner des montants. Là, on va parler en beaucoup de millions, mais t'achètes un immeuble, ça prend combien de temps avant de l'amortir? Et déjà, combien de temps de travaux pour que Ouais. tu puisses avoir du revenu et un flux financier avec tes clients, donc ils emménagent. Ouais. Et j'allais dire, ouais, c'est des investissements long terme, quoi. Ouais, et c'est le grand sujet de l'immobilier, c'est que tu es sur des investissements long terme avec, des revenus combien un immeuble? avec des revenus court terme. Voilà. Oui, mais sur l'opérateur. Oui, mais Si même, t'es même le juste, propriétaire. Le propriétaire, c'est ok. pour ça qu'il était content jusqu'à présent, et les banquiers sont très contents aussi d'avoir des revenus assurés sur 6 ans ou 9 ans. Mais un immeuble, ça s'amortit sur 30 ou 40 ans. Et d'ailleurs, quand tu fais le parallèle, nous on le voit beaucoup à Marseille, mais sur le secteur maritime, tu as un peu les mêmes sujets. Tu as des investissements incroyables en millions sur des actifs qui sont des bateaux, mais des revenus que à chaque fois, une traversée, à chaque fois, tu dois remettre ça au pot. Bien sûr. Et tu remets les compteurs à zéro, ou quasiment. Et donc, tu as ce sujet-là, et nous, on a contribué en plus à raccourcir la visibilité sur les niveaux de revenus, puisque nous, on permet de signer des contrats mensuels. Donc là, tu te dis, attends, j'ai investi des millions sur un actif qui s'amortit sur 30 à 50 ans et j'ai des revenus mensuels. Et il y a quand même un problème. Mais une fois de plus, on y va parce qu'on est convaincu que c'est comme ça qu'il faut répondre aux entreprises et que c'est le besoin des entreprises. Donc au final, c'est KKR que tu as bien réussi à convaincre sur le... Ouais, qui était Ok. qu'on a, ouais, puis qui a des convictions aussi, qui était convaincu. C'est Et... pas que de l'IMO pour eux. Tu leur as vendu Newton aussi dans l'idée. Parce qu'eux, ils sont actionnaires Ouais. de Tivoli, pas de Newton, c'est Non, ça? non, 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 Tivoli, c'est moi, et on est resté indépendant. Ok, eux sont Et avec actionnaires. KKR, on a conjointement investi dans l'aventure Newton qui détient D'accord. les murs et les opérations. Ok. On avance un peu. Il est 55. Je t'ai dit que je te lâcherais à midi pile. J'ai envie de te poser cette question. C'est quoi ta mission sur Terre? Waouh. Si t'en as une. Non, mais le terme ça me gêne presque d'avoir. Il J'ai dira jamais quoi, ton pensé comme fils, ça. quand je l'interviewerai? Ah, ça, bonne question. Bah, tu me diras. Tu me diras, on s'en parle dans 10 ans, mais... Non, je l'ai jamais formulé comme ça, mais quand tu réfléchis et que tu essaies de prendre du recul et d'avoir un cap, tu te dis et de donner du sens à ce que tu fais. Moi, il y a une phrase qui m'accompagne depuis quelques années, qui était la devise justement de cette école à Marseille, qui est réussir pour servir. Et finalement, plus je vieillis, plus je me rends compte que inconsciemment, cette phrase m'a guidé et donne du sens à ce que je fais. Donc, il y a évidemment le côté de réussite, parce que je te dis, moi j'aime bien les challenges, m'embarquer à fond dans des projets et embarquer des gens avec moi là-dedans. Et c'est là où je pense que j'ai une valeur ajoutée. Mais si c'est juste, et on a tourné autour du sujet tout à l'heure, c'est quoi réussir, c'est quoi être heureux? Je t'ai posé la question. Voilà, j'ai pas la réponse, mais un élément de réponse, c'est quand même que tu te rends, je pense, tu as, je pense même que ça se mesure niveau scientifique, chimique dans ton cerveau, mais je pense que tu te sens vraiment heureux ou fier de toi quand tu rends vraiment service à des gens et pas juste quand tu joues solo perso. Et que t'es je sûr pense pour qu'il y a- tout le monde? Parce que tout le pour monde tout le n'est monde, je pas peux pas me forcément permettre, j'en tu sais vois, rien. empathique, tout le monde n'a pas forcément envie de servir. Vraiment, hein, je le Ouais, non, mais c'est je pas pense péjoratif je pense du que tout. l'être humain, on est quand même structuré pour se collectif. sentir bien si tu rends service vraiment sincèrement à quelqu'un et que tu fais du bien autour de toi. Voilà. Donc je pense que, en tout cas, moi, ça me guide. Et je fais pas ça juste pour gagner du fric et c'est tout. C'est pas du tout le moteur. Mais de toute manière, J'embarque, là, on est une cinquantaine, on sera bientôt 60 et on continue à grandir. Et moi, j'ai aussi, comme je te disais, je suis né dans ce business familial. On a quand même une vision plus long terme des choses. Et l'idée, c'est
d'embarquer des collectifs dans une belle aventure qui a du sens pour tout le monde et qui a un impact positif. Jusqu'à présent, il se mesurait financièrement l'impact positif. Maintenant, on s'est intégré, c'est pour ça qu'on est société à mission et qu'on est dans ce parcours Bicorp. On sait aussi prendre conscience de l'impact qu'on a sur la planète, sur la biodiversité. Et il faut arriver à embarquer tout ça. Vous employez combien de personnes, tu m'as pas dit? Là, on est bientôt une soixantaine, ça fait une bonne vingtaine au siège et après, le reste des sur salariés site. des sites. Ok, et tu me disais 6 sites et 4 en prépa? On en a 8 Huit et quatre. ouverts et 4 qui arrivent d'ici 2025 dans l'état actuel des connaissances. Question toute simple, l'argent il est là, enfin je pense, l'activité est là, les études ont été là, je crois pouvoir dire d'un point de vue perso, bon tu supportes une mauvaise équipe mais le reste ça va. Jamais les premiers. Tu vois, c'est incroyable. Et au même moment j'appuie sur le truc qui me fait baisser tu mon vois, siège. ça te perturbe. Hein. Non mais j'ai une vraie question qui toi va te perturber. Est-ce que tu as créé Tivoli et Newton? Est-ce qu'il y avait un objectif de dépasser l'activité entrepreneuriale familiale, donc celle de ton grand-père, reprise par ton père? Est-ce que tu avais quelque chose à prouver à tes j'allais dire, ouah, tes ancêtres, c'est dur, mais ton papa ou ton grand-père? Tu as touché la corde sensible là pour moi. putain. Non, mais c'est, tu vois, quand si ça s'appelle Tivoli, et que mon fils a le prénom de mon grand-père, il y a évidemment quelque chose. J'en ai pas parlé, mais il y a aussi l'autre branche familiale. Moi, c'est des immigrés arméniens qui sont arrivés à Marseille, qui ont fui un génocide et qui se sont intégrés par le travail. Tu parles de ta famille, là? Ouais, du côté de ma mère. D'accord, Et, ok. et voilà. Et donc, je cherche pas à les dépasser, mais je cherche à les rendre fiers à distance et vraiment à être digne de ce travail et voilà, et de ces années de labeur et des deux côtés, que ce soit de ce côté arménien ou de ce côté provençal qui est dans ma famille. Et c'est pour ça que j'ai toujours, tu vois, j'ai la voix qui chevrotte là. C'est pour ça que je me suis toujours défoncé pour faire du mieux que je peux, et je continue. Et aujourd'hui, c'est moi qui prends. Voilà, j'ai vieilli, c'est moi qui ai des enfants, et tu essaies de les guider. Merci. Mais si, en fait, ça arrive. Et c'est là où tu essayes, alors là, sans formule magique, là aussi, s'il y en a qui l'ont, je prends. Mais de montrer ça à mes gamins et de faire en sorte que ce seront un bon gars, une bonne fille, honnête et travailleur. Je suis sûr que tu dirais pas à tes enfants, tu leur dirais ne faites pas ça pour moi. La preuve est, ton père t'a dit ne reprends pas l'entreprise pour moi. Elle est hyper dure la question, mais est-ce que on doit avoir un bonheur qui est intrinsèque et personnel? Mais moi je suis aussi partisan que le bonheur, il doit passer par la fierté des gens que t'aimes. Tu vois, que ça soit tes parents et que ça soit peut-être plus tard tes enfants qui te diront c'est dingue ce que t'as fait papa, ça m'inspire. Est-ce que Est-ce que c'est un des facteurs de bonheur pour toi, que ce soit ta famille, même tes employés, etc., mais qui est pas palpable, mais qui sont fiers de toi, quoi? Ouais, je pense que c'est l'alignement. Il faut que si tes valeurs, si tes actions sont alignées avec ton histoire, avec ce que tu fais, et si tu arrives à le transmettre, c'est déjà un bon contexte pour que les choses se passent bien. Après, une fois de plus... T'as de la chance quand même, j'ai envie de dire, à ton âge, de l'avoir déjà trouvé cet alignement. Tu t'en rends compte ou pas? Parce qu'il y en a qui le cherchent toute leur vie quand même. Ouais, alors je dis et pas t'as que... moins fait t'as fait moins de la moitié de ta vie, je crois. Écoute... On te le souhaite. C'est pas. En tout cas, j'ai un ami un jour qui m'a dit il y a un jour qui correspond à exactement la moitié de ta vie. On ne sait pas si tu l'as passé. Donc c'était waouh. J'ai pas envie de réfléchir à ça. Écoute, sur le papier, oui, ça peut sembler assez idéal et limite cliché, mais comme parcours de vie. Mais j'ai pas trop le regard dans le rétro. Je suis toujours plutôt, moi, stressé à penser au coup d'après et à continuer à construire. Et après, tu as parlé de chance. Il en faut. Et je cherche à la créer au maximum. Et plus j'en ai, plus je suis content.
Je l'ai dit plusieurs Mais fois, tu m'as dit. j'aime bien, Peu de genre, malchance. c'est une citation qu'on prête à Churchill. Alors, je sais pas s'il a vraiment dit, parce qu'on lui en prête beaucoup des citations. Mais il disait, vous dites souvent que j'ai de la chance. C'est pas de la chance, c'est de l'attention aux détails. Et j'aime bien cette phrase parce que malgré tout, la chance, ça se provoque et il en faut. Et ça aide beaucoup en ce moment avec ce retournement de marché et financier. Tu dis, putain, j'ai pas de chance. Peut-être qu'on aurait pu faire plus attention aux détails. Mais ouais, c'est pas mal de boulot. Et surtout, moi, j'ai pas l'impression d'être arrivé à un sommet. J'ai l'impression juste d'être sur un chemin Ok. et avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'envie pour la suite. Tu la Et- connais, la ligne d'arrivée? Tu saurais la Ah non, matérialiser? pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est ça qui t'attire aussi? C'est de pas avoir un but défini? Ouais, exactement. Ça C'est te ferait encore, flipper d'arriver trop proche de la ligne d'arrivée et de te dire que derrière c'est fini, non? J'adore Là, je pense que interviewer c'est pas là. Faut peut-être poser la question des gens qui sont peut-être un peu plus vieux aussi. J'allais dire, j'adore interviewer un entrepreneur retraité, je suis C'est sûr. dur hein, de passer à la retraite. Hein. Et d'arrêter. Bon, Ouais. il est 5. Ah oui. Tu files ou on fait les 2 Alors, mini-questions? faisons nos dernières questions. Allez, quel est ton conseil que toi, t'aurais aimé t'adresser à toi-même, mais surtout lorsque tu étais soit en prépa, soit HEC? Le conseil qui t'aurait permis évidemment dans le cadre de l'entrepreneuriat de trouver ta voie, on va dire. Waouh. J'ai pas le bon conseil, mais tu te rends compte que... Qu'est-ce que je peux te dire? C'est que tu te rends compte qu'avec le temps, et pour en tout cas entreprendre et en tout cas piloter à peu près ton parcours, il faut avoir un cap, quoi. Et en tout cas, te fixer un cap. Pas forcément la grande ligne d'arrivée comme que tu évoquais, mais un cap peut-être à moyen terme, à 10 ans, à 5 ans. Et en tout cas, dans l'entrepreneuriat, je pense que il n'y a de vent favorable que pour ceux qui ont des caps. Et tu sais sauter dans un train si tu sais qu'il va à peu près dans la direction dans laquelle tu voulais aller. Donc ça, je pense que c'est hyper important. Ça te permet aussi de dire non quand certaines opportunités arrivent. Quand tu es entrepreneur, tu as un peu envie de dire oui à tout Bien sûr. pour faire du chiffre. Mais si tu dis non, tu vas peut-être faire de la marge. Mic drop. Bon, et ma dernière question. D'ailleurs, on l'a pas dit. Il y a 2 sujets que j'aurais bien voulu plus aborder. C'est WeWork, mais ça, je pense que les gens ont plein de. Ouais, Et j'allais on te va voir. titiller en mode est-ce que c'est un bon business? Mais enfin, je crois que 4 immeubles qui ouvrent prochainement, ça devrait être. Et non, la deuxième chose, on en avait parlé un petit peu en off, l'art de bien s'entourer. Tu me disais, dis-moi si je me trompe, mais que tu as des copains entrepreneurs avec qui vous échangez. Ah ouais. Ah, il faut, ouais. Tu es vite seul hein, quand tu es entrepreneur, surtout si tu es solo founder, comme on dit à Paris. Et Tu dis comment à Marseille? tu parles français Tu à dis Marseille. PDG. Et donc, quand tu es seul, tu as des décisions pas faciles à prendre. Bah justement. De recrutement, de te séparer de gens, de continuer à grossir, de dire non à des business qui auraient pu peut-être te faire vivre, mais c'était pas dans ta strate. Donc, c'est plus facile, confortable de pouvoir faire un ping-pong avec un partenaire de confiance quand tu as quelqu'un qui est associé avec toi, ou de t'entourer d'autres entrepreneurs en qui tu as une totale confiance. Tu sais qu'il y aura de la confidentialité, de la bienveillance, et tu vas pouvoir te profiter également de leur expérience. Peut-être que toi, tu découvres, quand tu es entrepreneur, tu découvres à chaque fois plein de sujets pour la première fois, et eux, ça fait 10 ans qu'ils les vivent, et ils te démystifient les sujets assez vite. Donc ouverture d'esprit, mais si j'ai bien compris aussi, c'est en toi avec des gens qui ont un peu plus d'expérience que toi. Ouais, moi, tu vois, ça a toujours guidé mon parcours, que ce soit scolaire, pro. Ouais, ils parlent à peu près ton langage. Moi, d'ailleurs, j'ai souvent essayé de renvoyer l'ascenseur à aller voir des plus jeunes, mais il y a des moments où j'arrête de les voir, puis je vois que je parle plus le même langage. Ah ouais? Je leur sers plus à rien, donc tu dis, bon, t'as vieilli, va parler. Ramène-moi, je ferai la trad. Du coup, je parle à des jeunes entrepreneurs maintenant, tu vois. Bon. Ça va, on a le même English. Bah du coup, c'était l'intro, mais ton board member vivant, mort, fictif ou réel, et je t'annonce officiellement que c'est la dernière question. Écoute, board member, elle est sympa cette question, donc j'ai pas mal réfléchi. J'ai eu pas mal d'idées, mais s'il fallait en choisir un, et aujourd'hui, on peut le dire, on est fin 2023, donc crise financière, crise géopolitique, révolution technologique avec l'IA qui arrive, plein de changements.
Ce que je trouve du coup plutôt exaltant. Ouais, j'allais dire Quand positif, tu quoi, vois, parce on que va le prendre, depuis, c'est on va la prendre le guerre, verre à moitié plein et tu te dis, bon, mais du coup, il va y avoir plein de choses à faire. Et je me dis que quelqu'un qui s'est accompagné dans l'imagination des récits futurs, c'est de ça dont j'aurais besoin, moi, à mon board. Et je trouve qu'il y a un génie qui s'appelle Jules Verne, qui a quand même réussi à se projeter dans le futur de façon assez incroyable. Donc je me dis que s'il est au board de Tivoli, ça sera pas idiot. On me l'a jamais dite, mais je valide de fou. Et ça me faisait penser à... J'ai plus son nom. Je crois que c'est un Israélien qui a écrit Homo sapiens. Ah oui, ouais. Putain, mais lui, à un board aussi, ça peut être. Parce que je lisais Homo Deus. Enfin, je l'ai pas fini du coup, mais c'est très avant-gardiste, quoi. Il nous parle de choses 10 ans avant, quoi. Et il parle même du Covid. Il parle aussi d'une pandémie. Il raconte que le coca fait plus de morts que le cancer. Just saying. Bref, on va pas aller sur de la santé, mais écoute, si Monsieur Verne nous écoute. Bref. Il est convoqué au prochain board en tout cas. Au cas où. Guillaume, as-tu pris du plaisir? Bah oui, merci. Bon, J'ai pas merci l'habitude à toi. de parler de moi. Ah bah là, Je suis souvent à ta place, mais eh ben, t'avais ouvert, mais c'est vrai, je veux un podcast quand Ouais, même, ouais, Extramuros, Extramuros, qu'on invite tout le monde à aller écouter. Putain, je te fais même de la pub, quoi. bah ouais, changer mon procédé. Merci. Bon, merci à toi, merci de nous avoir présenté Newton et Tivoli. Et merci aussi à toujours aux équipes de Métaphore. Il y a Michael, ce Marseillais avec qui tu as parlé pendant une Et demi-heure, ouais, tu vois, que tu as hâte d'aller retrouver. du coup, on a eu un bon accueil. Un bon accueil pour des Parisiens. Bon, à très vite pour un nouvel épisode. Et prenez soin de vous et merde dans vos activités. À très vite.